Bonjour Jimo. Ça va toi? Ça va très bien. Écoutez, j'ai mis ce son parce que je sais que vous aimez beaucoup 50 Cent. Ah bah oui, c'est mon tonton. C'est le tonton? Ouais. Mais pendant un temps, c'était vous 50 Cent. Bah, je me prenais pour le tonton, on s'est toujours pris pour un tonton. Le tonton cool, on veut toujours l'imiter. C'est vrai. Alors on va en parler longuement dans cette émission, mais d'abord, merci beaucoup Jimo d'avoir accepté mon invitation sur Radio J. Ça fait plaisir. C'est un plaisir partagé parce qu'aujourd'hui, on va apprendre davantage à mieux vous connaître. Si vous êtes d'accord, on va tenter cette expérience. Tu peux me tutoyer. Allez, je le fais jamais, mais on va le faire. Ouais, tu peux, on est à la cool. On le fait à la cool. Jimo, tu as le vent en poupe avec ton bonnet depuis 5 ans déjà. Ouais. Avec le bonnet Kangol que je suis en train d'observer sur ta tête. On va tenter le bob. C'est vrai, le bob, bravo. On va tenter d'accélérer un peu le rythme en balayant ta vie pendant cette première partie d'émission. On va voir si ça marche. Ok. Mais d'abord, on va commencer par le début, toujours le début. Jimo, tu as 31 ans aujourd'hui, tu es humoriste. Oui. Faut pas hésiter surtout à me couper ou à me dire si je me trompe. Dès que c'est faux, je t'arrête. Allez, tu me coupes. Tu es un humoriste et un acteur français né le 30 juin 1990 à Limoges. Ouais, carrément, ça balance les on y va. perso. On y va franco. On connaît la porcelaine de Limoges, mais moins ce qui se passe dans cette ville apparemment sans histoire. Quels souvenirs tu gardes de ton enfance là-bas ? Tous les souvenirs d'enfance, parce que j'ai grandi là-bas, donc... Jusqu'à ce que tu commences à devenir éducateur. Ouais, c'est ça. Mais ces petits souvenirs d'enfance, des frères et sœurs, comment ça fonctionne, quel genre de famille ? Voilà... Attends, je vais me concentrer. Tu m'as dit avant de démarrer, je vais essayer de répondre à tout, mais ça c'est facile. Écoute, petite famille modeste, à Limoges, tranquille, sans problème, famille sans problème, avec 4 frères et une sœur. On s'amuse bien. Et à l'école, comment ça se passe à l'école ? À l'école, je suis un peu turbulent. Turbulent, des petites bêtises à l'école. Ouais, des petites bêtises, mais jamais rien de fou, quoi. Alors, on va en parler parce que je sais qu'à l'école, tu te faisais appeler 50 Cent et que tu avais pas mal de bêtises. Tu faisais pas mal de bêtises avec ton copain The Game. Ouais. C'est ça. Tu en parles très bien dans ton spectacle. On se doute bien que tout ça, c'est vrai. Il y a des trucs vrais. Ouais. Et tout est vrai. Et tout est vrai. Ok, très bien. Tu évolues alors et tu deviens éducateur spécialisé dans la jeunesse en montant à Paris. À ce moment-là, on est en 2015. Et tu parles d'ailleurs dans ton spectacle de ça. Pourquoi tu as choisi cette voie au départ ? Parce que... est-ce que tu savais que c'est ce que tu voulais faire à ce moment-là, ou c'est parce que faire des bêtises et vouloir s'en sortir, c'était aussi une issue en fait ? À un moment donné, je sais pas, j'étais à un moment dans ma vie où je voulais être utile. Ouais. Ça revient à quelque chose. Je ne voyais pas travailler dans un bureau, faire un business et augmenter le business de quelqu'un d'autre. Donc je me suis dit, je vais faire un peu de social. Un peu de social. Ok, c'est une bonne chose parce que tu fais donc ce métier pendant un petit moment quand même. Tu deviens donc éducateur. Ça te prend pas vraiment la majorité de ton temps. C'est 3 jours par semaine, je crois, à l'époque. 3 jours par semaine. Et t'es sur Paris, c'est ça ? C'est ça. T'es sur Paris et tu te dis, je suis à temps partiel. Maintenant, il faut que je fasse peut-être un petit truc à côté. Ouais. Et alors, tu te lances dans le stand-up. Mais ma question, c'est, à ce moment-là, est-ce que c'est encore un truc où tu te dis... Bon, ok, je vais tenter l'expérience parce que c'est facile, c'est accessible et tout, ou il y a vraiment un rêve profond là-dedans ? Ouais, parce qu'en fait, avec toutes les émissions qu'il y a eu, que j'ai regardées quand j'étais en province, c'était un secret dans ma tête depuis longtemps. Donc, en vrai, tu choisis pas ça comme ça. Tu dis pas, genre, je vais faire du stand-up comme je fais un saut en parachute, quoi. C'est vrai que tu le travailles pendant longtemps, on va bien sûr s'y attarder, mais on va parler encore du début. Est-ce que tu te souviens de cette toute première scène ? Bien sûr, je m'en souviens. C'était comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était horrible, c'est très très mal passé. Parce que c'est là où j'ai vu qu'il fallait travailler en fait. C'est ça. Et t'as un peu menti aussi. J'ai beaucoup menti. Ouais. Pourquoi ? Parce que j'ai envoyé un message. En fait, c'est un jour... Voilà, j'avais mes week-ends quoi, quand j'étais éducateur. Et je me suis dit, putain, il faut que je fasse un truc, sinon je vais mourir chez moi, quoi. Et j'ai envoyé un message, j'ai cherché un peu sur Internet et j'ai vu qu'il y avait un truc de scène ouverte. Et j'ai envoyé un message, genre, ouais, ça fait 3 ans que je fais de la scène, du jeune Limoges, machin. Et les gars, ils m'ont dit, putain, ça tombe bien, il y a un gars qui vient de se désister, viens ce soir et tout. Genre, putain, j'ai rien préparé.
Donc là, je suis dans ma tête et tout. C'était le matin et tout. Et franchement, je réfléchis toute la journée. Et pendant que je réfléchis, le temps il passe, et c'est l'heure de partir. Et là, je dois partir comme ça, sans blague, sans rien du tout. Et donc, ça a été un petit peu compliqué pour cette première expérience, mais ça a continué quand même à te donner le goût de la scène. Ouais, parce qu'en fait, je monte sur scène et je sais pas, il se passe un truc magique où avec les gens, je suis un peu connecté avec eux, tu vois. Ils sentent que j'ai pas pour trop bosser, mais que je suis sympa et que je sors des petites blagues et tout, qui n'a rien à voir avec ce que je racontais avant, donc ils se marrent un petit peu, tu vois. Et ça m'a fait kiffer. Je me suis dit, attends, je vais revenir et puis je vais retravailler, quoi. Et alors, tu commences à écrire et tu multiplies les scènes ouvertes. Je multiplie les scènes très vite. Et tu rencontres Norman Tavo, alias Norman fait des vidéos. Il te repère pour apparaître un peu en figurant dans les vidéos. Et il y a un passage qui t'a fait connaître. Quand la soirée chez tes potes est un peu nulle, parfois il y a des gens qui font ce qu'on appelle une contre-soirée. Ils squattent la cuisine, la salle de bain. Et parfois il y a plus d'ambiance là que dans la soirée elle-même. C'est pas grave, je vais démouler un cake dans le salon. Alors cette phrase, je peux pas la citer moi, j'y arriverai pas, Jimo. Mais du coup, les gens dans la rue t'ont arrêté. Ah ouais, c'était un truc de fou. Hein. Parce qu'elle a quand même fait 21 millions de vues, cette vidéo. Bah ouais. Et je crois qu'ils faisaient pas autant de... Quand il a fait cette vidéo, c'était la première fois qu'ils faisaient autant de vues. Tu vois. Et les gens, c'était un truc de fou, quoi. Moi, j'avais l'habitude de prendre le métro et tout, tranquille. Là, je vois des gens, ils se retournent vers moi et tout. Et des petits, ils venaient me dire, oh putain, je vais débouler un cake. Donc c'est trop marrant. C'était un des passages qui fait que tu as été repéré par les jeunes, parce que Norman, à ce moment-là, il cartonnait énormément sur les réseaux. C'était un des best youtubeurs, comme on dit. Très vite. Ah, d'ailleurs, je voudrais faire un petit clin d'œil, parce que je crois que derrière la caméra, pour cette vidéo, c'était David Fontao, qui a travaillé très longtemps chez nous. Donc on l'embrasse très fort. On lui fait un gros bisou. J'ai vu ça. C'est un ancien réalisateur technicien de Radio J et on l'embrasse très fort. Alors, Jimo, après ça, vous allez multiplier encore une fois les apparitions. Sur YouTube, avec donc d'une part Norman, mais quelques années plus tard, vous passez l'étape du Jamel Comedy Club. Et ça, je sais que c'est pas facile. Ouais, parce que il y a énormément d'humoristes sur Paris, avec énormément de talent, et même pas sur Paris, en province aussi, parce qu'ils reçoivent des vidéos de partout, et tout le monde veut passer dans cette émission, quoi. Et il n'y a que 9 places, quoi. Et c'est devenu au fur et à mesure du temps le repère. Le repère. Mais avant d'être dans le repère, il faut être repéré dans le repère. Donc c'est quand même très dur. Comment toi, dans ton expérience, t'as réussi à percer au Jamel? C'est-à-dire que j'imagine que t'as fait le Paname, t'as fait le Fridge, t'as fait le Barbès, il n'y avait pas tout ça avant. Il n'y avait que le Paname et plein d'autres scènes qui n'avaient pas de nom. Et je sais pas, un jour il y a un mec qui bosse au Comedy Club, il est dans la salle, un hasard. C'était au Paname? Je sais plus si c'était au Paname, je sais plus où c'était. Et il vient me voir, il me dit ouais putain c'est cool ce que tu fais et tout, envoie-moi une vidéo. Donc j'envoie la vidéo, après on parle le soir, il me dit ouais cool, je te prends pour l'émission. Et donc ça s'est fait comme ça. C'est vraiment, pour le coup, c'est de la chance là, on peut considérer. La chance, on la provoque. Et dans un métier comme ça, il faut beaucoup de chance aussi. Beaucoup de chance. Depuis, vous avez une team, une clique d'amis. Alban Ivanov, Samuel Bambi. Je sais que désormais, vous êtes très proche aussi de Gad Elmaleh. Je vois les stories et à chaque fois, je m'éclate parce que je vois que vous faites des dîners. Il y a même eu un dîner oriental il n'y a pas longtemps, si je dis pas de bêtises. C'était au Gad, quelque chose comme ça. Team Gad. Team Gad, ça m'a beaucoup fait rire. Vous êtes très amis aujourd'hui, vous vous fréquentez pas mal. Comment on arrive à créer ce crew, et est-ce que finalement, est-ce qu'on peut considérer que les humoristes, c'est un peu, je vais grossir le trait, attention, hein, c'est pas un gros mot, c'est un peu une secte. C'est un peu un truc, on est entre nous, on s'inspire, on s'auto-inspire, on se fait des vannes, on voit comment ça rebondit, on se rôde aussi et on s'entraide. Parce qu'on est une race supérieure. C'est plus une communauté qu'une secte, d'ailleurs. Parce qu'en fait, on a des trucs où, comme tu dis, on se teste des blagues sur nous. Des fois, on ferait des blagues qu'on ferait pas devant d'autres gens. Bien sûr. Mais on se les fait parce qu'on est humoriste et on sait qu'on a
centième degré, tu vois. Dans votre progression, on revient à votre parcours Jimo, à ton parcours Jimo. En 2018, c'est l'année de la révélation pour toi. Le 24 janvier 2018 précisément, tu remportes le Grand Prix du Festival d'humour de Paris. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que personne connaît. Non, mais personne connaît, mais c'est très prestigieux. C'est très prestigieux, il faut le dire, parce que entre vous justement, mais ce prix-là, comment on fait pour atterrir là-dedans? C'est un peu. Il y a un festival organisé par Jean-Marc Dumontet. Ouais, d'accord. Le Festival d'humour de Paris. Et il y a une soirée où ils prennent plein de rookies, plein de nouveaux humoristes. De rookies, on dit? Ouais, moi je dis ça comme ça. Ça veut dire quoi, rookie? Des gens qui débutent et qui sont un peu là, qui cartonnent un petit peu, tu vois. Et il y avait une liste d'humoristes qui débutaient. Vous êtes nombreux? On était nombreux, on était 7 ou 8, un truc comme ça. Ok. Et après, chacun fait son passage. Et après, tu as un jury qui vote pour savoir qui c'est qui gagne le prix, quoi. Donc, en 2018, tu remportes ce Grand Prix du Festival d'humour. Et puis, progression, très vite, un mois plus tard, en février, tu fais ton premier spectacle à 100% parce que ou presque. Le prix, c'était de gagner un mois un mois gratuit au point virgule. De prestations, et ben voilà, là on est au point virgule avec ce premier spectacle à 100% ou presque. Ton style, c'est un débit un peu lent qui fait que tu cartonnes. Donc au début, on va dire en 2019 concrètement pour le grand public, avec donc ce stand-up intitulé J'aurais kiffé être une tortue. C'est au Festival de Montreux. Ça totalise aujourd'hui plus de 12 millions de vues. D'abord, c'est fou. C'est incroyable. 12 millions de vues, c'est incroyable. On va l'écouter. J'aime bien ce petit moment là, où le public me regarde comme ça et se pose des questions, à savoir si je suis défoncé. Et je suis pas défoncé. Je suis juste un mec lent, c'est tout, tu vois. Et j'en ai marre d'aspirer la défonce à chaque fois que je monte sur scène. Franchement, ça me saoule. Tu sais, je vois les autres artistes lents comme moi, genre Christophe Willem, toi, les lents, tu vois. Et lui, pour les gens, c'est une tortue. Moi, j'aurais kiffé être une tortue. C'est toujours mieux qu'un mec défoncé, ça. Cette vidéo, alors, Jimo, elle vous fait énormément connaître sur les réseaux. Après ça, votre carrière, elle est lancée. Un petit peu, ouais. Jimo, je reviens au-dessus. On se demande, forcément, les gens se disent, est-ce qu'il est lent dans la vie? Ou est-ce qu'il est défoncé? Ou est-ce que c'est un très bon acteur? Waouh. Alors, c'est quoi la réponse? Je sais pas, on va parler en public. Moi, je pense que c'est je grossis les traits, en fait. Ouais. Je suis un peu comme ça aussi. Ouais. J'ai beaucoup fumé, il faut pas fumer quand même. Et c'est ce mélange-là qui fait qu'aujourd'hui, j'ai trouvé ce petit personnage sur scène, quoi. T'as fumé pendant longtemps? Ouais, quand j'étais jeune. Ouais, donc ça fait partie des bêtises d'enfance, d'adolescence. Bien sûr, qu'il faut pas faire. Ouais. Ça sert à rien. Merci en tout cas pour cette révélation, Jimo. Au début, tu étais un peu plus vif sur scène quand tu démarres, mais tu dis que tu as mis un petit peu de temps à trouver ton personnage, ton jeu de scène où tu grossis le trait. Combien de temps ça t'a pris concrètement de trouver ton truc? Ça a mis un peu de temps parce qu'en fait, quand tu montes sur scène, tu te cherches pas mal, tu vois. Mais au début, tu es un peu dans le mimétisme et tu regardes un peu ce qui cartonne, ce qui marche, quoi. Donc du coup, tu fais un peu du gars, du Jamel, du truc, t'essaies de... C'est vrai qu'il y a un peu une école à la Jamel où en fait, il y a un truc qui se lance, on attend la réac, il y a un truc qui se lance, on attend la réac, mais je vais être tout à fait honnête, Jimo, moi je suis venue voir ton spectacle à 100%, et autant parfois je trouve que c'est un peu l'école Jamel, mais toi, on dirait que ça a été sur mesure pour toi. Parce que comme c'est ton tempérament, entre guillemets, on est dans la lenteur, on attend la réaction, ça te colle à la peau ce truc-là. Je suis un peu comme ça aussi. C'est ça. Donc pour le coup, ce personnage, il semble plus vrai que nature, et je pense que c'est ça qui fait que ton succès, ça marche, ton succès là-dedans. Début 2020 alors, tu présentes le spectacle 100% ou presque, mis en scène par Ismaël Sissavané au Théâtre Splendide, après l'avoir fait au point virgule. Ensuite, Jimo, tu es à l'Apollo Théâtre à Paris. Tu remontes sur scène avec donc désormais à 100% depuis le 5 mai jusqu'au 25 juin à la Comédie de Paris. C'est la suite des 2 premiers spectacles ou c'est un mélange plus abouti? C'est un mélange plus abouti, on va dire.
C'est la continuité de ce spectacle-là. Alors, tu le présentes donc en ce moment à la Comédie de Paris. Je suis venue te voir sans a priori. J'ai été agréablement surprise. On se laisse cueillir. C'est très bien ficelé. C'est très bien rodé tout en paraissant très spontané. Et je crois que c'est ça aussi la difficulté quand on est stand-upper. C'est ça, c'est un peu créer la surprise, quoi. Créer la surprise alors que tout est écrit, mais que pour le coup, le public... Faut que ça soit comme si tu jouais pour la première fois. C'est ça. Eh bien, c'est le cas. Alors déjà, bravo. Merci. Parce que je sais que c'est du taf. Merci. C'est beaucoup de travail. Et des soirées, j'imagine, de rodage au Paname et partout ailleurs. Ah ouais. Ouais, c'est pas évident. Quels sont les thèmes qui te tiennent à cœur et que tu évoques dans ce spectacle? Il y a un gros thème un peu sur le racisme un petit peu et sur la société en général. Sur la société en général. Il y a, tu parles de Limoges, tu parles de ta ville, bien évidemment. Ça aussi, c'est un gros thème. Tu parles des femmes. Hein? On a trouvé ou pas? De quoi? Est-ce que tu as trouvé ou pas Non, depuis? j'ai pas trouvé depuis. Ok, bon, en tout cas, celle qui veut, dans le spectacle, elle comprend qu'elle peut. Il y a de la politique dans le spectacle, il y a du travail, et il y a notamment un petit extrait sur l'entretien d'embauche. C'est ça. On écoute? Allez. Tu sais, à cause de mon état, avant, j'ai du mal à trouver du travail avant, tu sais. J'avais du mal à convaincre. Je galérais surtout pendant les entretiens d'embauche, tu sais. Alors que moi, j'arrivais aux entretiens, je leur disais, ouais, je suis motivé. Et eux me disaient, ok, t'es motivé, ça se voit, ouais. Mais pourquoi toi et pas un autre? Voilà, on se marre bien, ça c'est dans le spectacle, du coup on passe un très bon moment, mais la question c'est toujours la même. Est-ce que ça c'est vraiment arrivé, Jimo? Cet entretien d'embauche chiant, on sait pas quoi dire, on sait pas quoi faire. Le mec il dit pourquoi toi et pas un autre? Pas un autre parce que j'ai besoin d'un travail, quoi. C'était une source d'angoisse pour toi, l'entretien d'embauche? Ouais. Oui, parce que à chaque fois je devais arriver, j'ouvrais les yeux comme ça et faire un genre, tu vois, que le staff m'intéressait, alors que pas du tout. Dis-moi, j'ai une question et c'est pas... comment dirais-je? C'est une question parce que c'est peut-être une problématique en France que j'ai envie de soulever. Tu parles de tes potes, tu dis les Renois et les Rebeux qui bossent pas et dont tu te moques aussi en disant ouais mais tu te lèves à 15h aussi. Et puis en parallèle aussi, tu dis que il y a peut-être aussi un problème. Ouais. Qu'est-ce que tu penses vraiment de tout ça? Des fois, il y en a qui profitent un petit peu, tu vois, du système. Qui font 6 mois, ils travaillent, 6 mois, ils travaillent pas. Et quand tu travailles pas, c'est dur de retrouver un boulot, tu vois. Et il y a aussi la difficulté de la discrimination à l'emploi, quoi. Où moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver à une boîte d'intérim, de postuler, et que la meuf, elle me dit, non, elle veut pas de Renoir, tu vois. Ah ouais? Ah oui. Ça, c'est interdit en France. Mais oui, mais par honnêteté, elle préfère te dire les choses. Ça sert à rien, ils prennent pas, tu vois. Donc il y a assez de trucs, quoi. Je t'ai un peu posé la question tout à l'heure, mais j'y reviens un petit peu. Est-ce que pour toi, justement, le stand-up, le spectacle, c'était une issue parce que tu te disais, trouver un job, c'est pas évident en France, ou c'était au-delà du fait que c'était une vocation, ou pas? Non, parce que j'avais déjà un job et en fait, quand tu commences le métier, tu sais pas si tu vas faire carrière ou pas. Ouais. Au début, c'est juste un hobby, tu fais ça à côté, tu vois. Jamais, personne te le dit que tu vas faire une carrière. Personne te le dit, ouais, tu vas marcher, et c'est sûr, quoi. Donc, moi, c'est un truc que je faisais à côté, et puis je faisais ça comme ça, jusqu'à que je me suis dit, je vais voir jusqu'où ça me mène, quoi. Toi, tu penses que si on veut s'en sortir, qu'on soit Renoir, Rebeu, qu'on soit de banlieue ou pas de banlieue, parce que toi, t'es de la province, tu penses qu'on peut s'en sortir quoi qu'il arrive? Ouais, on peut s'en sortir, mais il faut sortir de sa zone de confort, je pense, tu vois. Faut se mettre un peu en danger? Ouais. Moi, si ça marche pas à Limoges, il faut que tu bouges, il faut que tu ailles dans une autre ville, ou faut que tu cherches dans une autre branche, ou faut que tu cherches ta voie, quoi. C'est en ça où tu as un bon exemple, Jimo. Tu parles de l'esclavage avec autodérision. On va écouter un petit extrait, on en parle après. Heureusement que je suis pas né pendant l'esclavage, hein. Je pense pas que j'aurais tenu, tu vois. Le rythme et tout. Faut être là dès le matin.
Moi, je pense qu'à cette époque, je suis mort dans le bateau, tu vois. En fait, j'arrive à un âge, je me pose des questions sur mes capacités, tu vois, et l'esclavage, je suis pas capable. On peut rire de tout, Jimo. Ouais, je pense, mais il faut que ce soit très très bien tourné parce que maintenant les gens ils veulent plus des blagues faciles ou c'est un peu tendancieux, tu vois. Si c'est bien fait, les gens ils rigolent quoi. Si c'est Est-ce que tu penses Ouais. Est-ce que tu penses que toi, par exemple, tu pourrais faire une blague sur les Juifs et que Gad Elmaleh il pourrait faire une blague sur les Renois? Oui. Tu penses que ça passerait quand même? Bah, en fait, il faut qu'il bah, comme moi, tu vois, si je veux faire une blague sur les juifs, il faut que je parle de ma position Ouais. et il faut que ça soit très très bien fait, quoi, tu vois. Ouais. Et il y a plein d'humoristes qui le font très bien, ils font des blagues sur les juifs, ils sont pas juifs, et des blagues sur les noirs, ils sont pas noirs. Mais c'est qu'en fait, les gens ils en ont marre des blagues faciles, quoi, tu vois. Un peu des stéréotypes aussi. Ouais, c'est ça. On a envie qu'on nous raconte une histoire. Il y a un peu de ça aussi. Il y a ça aussi, Ouais, il faut du pas que ça vécu. soit gratuit, quoi. On va continuer cette émission avec toi, Jimo, sur l'antenne de Radio J. Merci d'être avec nous, Jimo, en spectacle dans À 100%, du jeudi au samedi à 19h à la Comédie de Paris, à l'affiche du film Loin du périph' de Louis Leterrier avec Omar Sy sur Netflix et aussi dans le film Ima de Nils Tavernier. On va en parler bien sûr. Tu seras aux côtés de Dadju au cinéma. Dans un instant,